Donc, c'est parti. Merci de me joindre à moi ce midi pour mon webinaire sur l'investissement en immobilier, des stratégies pour entrepreneurs. Donc, pour ceux qui interagissent pour la première fois avec moi ce midi, mon nom est Anne Edma-Louis. J'ai démarré le cabinet Amlia Avocat en 2015 et on accompagne les entrepreneurs pour tout ce qui est droit des affaires, autant la portion démarrage que création d'entreprise, création de structure, achat d'entreprise, propriété intellectuelle. Donc, c'est vraiment un ensemble de services qu'on propose. Puis, je ne travaille pas seule, donc j'ai depuis le mois d'avril un nouveau membre de l'équipe qui s'est joint à moi, un autre avocat que je vais inviter à se présenter quelques instants pour que vous puissiez faire connaissance avec lui également. Quand tu es prêt, Gabriel, est-ce que tu peux te... Ah, ok, je vais te permettre d'activer ta caméra, c'est moi qui t'ai bloqué, effectivement. Donc, on va juste faire ça à l'instant, un instant. Et est-ce que tu es en mesure de mettre ta caméra? Good! Je te laisse te présenter. Merci Anedma de me laisser la parole. Bonjour à tous. Je m'appelle Gabriel Aquignode. J'ai rejoint l'équipe d'Amleya il y a cela quelques mois, donc en tant qu'avocat d'affaires. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour ce webinaire. Et au même titre que Anedma, je vous invite à prendre contact avec moi dans l'avenir, pour vos besoins en affaires. Ça me fera toujours plaisir de vous venir en aide. Merci beaucoup. Merci à toi. Donc, je l'ai à l'écran un aperçu un peu des services qu'on propose au bureau pour ceux qui sont intéressés ou qui sont moins familiers avec ce qu'on propose. Donc, c'est vraiment tout ce qui est démarrage, les contrats, protection de marque, la fiscalité, les transactions. Et prochainement également, on va ajouter la comptabilité. Donc, pour aujourd'hui, on a un webinaire spécifique avec un invité spécial que vous allez voir tout à l'heure, qui est un conseiller hypothécaire de Desjardins, pour venir parler d'immobilier. Donc, on va venir discuter durant les prochaines 50 minutes. On va regarder comment est-ce qu'on peut se préparer à faciliter ces démarches de financement. Donc, ça, c'est vraiment la portion de discussion avec lui. Si vous avez des questions par rapport au financement, préparez vos questions tout au long de la présentation pour avoir l'occasion de lui poser tout à l'heure. Et ensuite, on va discuter avec moi en première partie de l'aspect juridique. Donc, on va regarder pour ceux qui sont salariés, ceux qui sont entrepreneurs, c'est quoi les options en termes de structure pour investir. Donc, qu'est-ce qu'on devrait faire à son nom ou avec une compagnie. Et on va regarder quels sont les avantages de choisir une option versus une autre. Et ceux qui ont l'intention d'investir avec des partenaires, on va regarder ce serait quoi le mode d'emploi pour réussir son partenariat dans le domaine de l'immobilier. J'aime toujours savoir un peu quelle est votre situation pour aussi pouvoir donner des exemples un peu plus concrets. Donc, j'ai préparé un court sondage de 2 questions pour savoir est-ce que parmi les participants, on a plutôt des personnes qui sont en affaires, qui veulent investir, ou est-ce qu'on a plus de salariés ou un mélange hybride. Donc, prenez juste un 15 secondes pour répondre à la question, s'il vous plaît. Et par la même occasion, je vais entrer dans le vif du sujet avec la première question. Donc, souvent, lorsque je vais rencontrer des entrepreneurs ou des salariés même, ils vont me poser la question à savoir, j'ai l'intention d'acheter un bien immobilier. Est-ce que je devrais le faire à mon nom? Est-ce que je devrais le faire avec une compagnie? Et cette question, elle est valide autant pour quelqu'un qui a un emploi, donc qui n'est pas du tout dans l'entrepreneuriat, que pour quelqu'un qui est en affaires, qui a une société et qui se demande s'il devrait acheter avec sa compagnie existante ou envisager d'avoir une structure différente ou le faire à son nom. Donc, ici, on va commencer avec quels sont les premiers points à prendre en considération lorsqu'on a identifié un bien et qu'on souhaite en faire l'acquisition. Il faut se poser la question sur son profil. Donc, est-ce que vous êtes salarié? Est-ce qu'on est travailleur autonome, pas incorporé, ou est-ce qu'on est un entrepreneur incorporé? Merci beaucoup pour votre participation au sondage. Donc, j'ai eu une multitude de réponses qui me permettent de voir que parmi les participants aujourd'hui, j'ai quand même, pour l'instant, parmi les répondants, environ 25% d'entre vous, exemple, qui sont purement salariés et j'ai environ 35 personnes qui sont, elles, entrepreneurs à temps plein avec une incorporation. Puis après ça, j'ai des entrepreneurs à temps plein comme travailleurs autonomes, une minorité. Donc, la raison pour laquelle je voulais en savoir plus sur votre profil, c'est parce que ça va nous permettre de déterminer quelle est la bonne façon de procéder pour chacun des profils. On va commencer par s'intéresser au profil de celui qui est salarié ou travailleur autonome non incorporé.
Lorsque le client vient me voir puis me demande comment est-ce qu'il devrait procéder à son investissement, la première question que je lui demande, c'est d'où vient la mise de fonds. Donc, concrètement, en tant que salarié, la mise de fonds peut provenir de vos économies que vous avez simplement amassées. Ça peut venir d'un refinancement d'une propriété que vous détenez déjà, qui va vous permettre de faire l'acquisition d'une autre propriété. Donc, je veux savoir d'où vient l'argent parce que vous allez voir la différence pour quelqu'un qui est incorporé. Une fois qu'on a répondu à cette première question, la prochaine question, c'est, en tant que salarié ou travailleur autonome qui souhaite faire l'acquisition d'un bien, est-ce que c'est une propriété qui va générer des revenus locatifs? Est-ce qu'elle va générer des profits? Ou est-ce que c'est une propriété dans laquelle je vais habiter? Ou est-ce que pour l'instant, elle va être à perte? C'est possible aussi. La raison pour laquelle c'est important à savoir, c'est que il peut arriver que je rencontre un couple, 2 personnes avec un revenu quand même assez important qui vont me dire: «On souhaite investir en immobilier à travers une compagnie parce que en tant que particulier, on est déjà imposé assez lourdement, donc on n'a pas forcément envie d'ajouter des revenus passifs à notre fardeau fiscal personnel». Donc ça peut être une raison légitime pour un client de considérer l'incorporation. Sauf qu'on va voir tout à l'heure que la fiscalité en immobilier avec une compagnie, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus avantageux non plus par rapport aux particuliers qui investissent en immobilier. Donc, ça, c'est une question à se poser. C'est en ce moment, combien est-ce que je génère et est-ce que mon investissement va générer des revenus supplémentaires, oui ou non? Puis là, c'est là qu'on va voir qu'est-ce qui fait du sens. Et aussi, il faut qu'on regarde quels sont vos objectifs personnels, dans le sens que est-ce que le but, c'est d'acheter un premier bien, faire un flip, le revendre? Est-ce que le but, c'est d'acheter un bien, 2, 3, 4 pour les léguer à nos enfants éventuellement? Parce que le cas échéant, on pourrait déjà considérer de mettre sur pied une société parce qu'on sait qu'éventuellement, on ne veut pas les revendre, mais on veut pouvoir les transmettre à la prochaine génération. Donc, ce sont des questions à se poser. Et une autre question aussi à se poser est, est-ce que le bien que vous convoitez, c'est purement pour des fins d'investissement ou est-ce que ce sera votre résidence principale? Parce que si on achète une propriété qui va servir de résidence principale, alors mon premier réflexe, ça va être de recommander de faire l'acquisition à votre nom parce que lorsque vous allez vendre la propriété par la suite, vous serez en mesure de bénéficier de l'exemption pour gain capital sur résidence principale. Donc, pour ces raisons, pour moi, dès qu'il s'agit d'une résidence principale, ça clarifie un peu la réponse rapidement. Puis finalement, une autre question à se poser, c'est est-ce qu'on investit seul ou est-ce qu'on aura des partenaires? Si j'ai des partenaires, on va le voir tout à l'heure, vous avez 2 options de forme juridique en termes de popularité. Il y en a plus que ça, mais on va regarder 2 ensemble parce que ça vient aussi avoir un impact. Donc ça, c'est quand on est avec ce statut et maintenant, on va regarder l'autre statut. Comme je le mentionnais dans les participants, on a aussi une bonne partie d'entre vous qui est incorporée. Et là, les questions sont les mêmes, mais avec un angle différent. D'où vient ma mise de fonds? Si la mise de fonds provient de la société par action, et là, on a des questions à venir se poser. Parce que si j'ai besoin d'une mise de fonds de 200 000 pour acheter un bien dans lequel je ne vais pas vivre, donc c'est purement pour des fins d'investissement, ça peut valoir la peine de considérer de faire l'acquisition à travers une société par action parce que si j'avais à acheter ce même bien immobilier à mon nom, ma mise de fonds de 200 000 qui est dans la compagnie, s'il faut que je me paye 200 000 pour faire cette mise de fonds, il faudra que je me paye beaucoup plus d'argent, voire 300 000, 350 000 pour avoir ce même 200 000 net. Alors que si j'investis à travers ma société, je suis en mesure de garder mes bénéfices nets et les investir dans la propriété sans passer par moi et payer un autre impôt personnel. Donc, c'est pour ça qu'il faut déterminer d'où ça vient. Et c'est possible aussi de choisir de combiner. Donc, je vais avoir des clients qui ont une partie de la mise de fonds dans la société, puis une partie qui provient de liquidité personnelle ou d'un refinancement. Et là, on va voir c'est quoi le coût-bénéfice. Donc, combien ça me coûterait de sortir l'argent. Alors, je vais peut-être le laisser dans la compagnie, puis venir combiner, venir faire un apport dans la société pour compléter la mise de fonds pour acheter avec la société. Donc, ça peut être une façon de voir les choses. Ensuite, la question qu'on doit se poser en tant qu'entrepreneur qui a une société,
s'ils envisagent d'investir avec la société par action, alors quel est l'impact fiscal de générer plus de revenus? Donc, les revenus passifs dans les sociétés est imposé à un taux qui est plus élevé techniquement que les particuliers. Le taux d'imposition sur les revenus passifs dans une incorporation est de 50% sur les profits, alors que pour les particuliers qui sont investisseurs immobiliers et qui vont générer des revenus, des profits de leurs revenus locatifs, ça va s'ajouter à leur revenu. Donc, ça va être progressif. Ce qui veut dire que tout dépendant du revenu que vous générez, vous allez peut-être jamais vous rendre au taux maximal de 50% et quelques sur vos revenus locatifs, alors que la compagnie, au jour 1, sur ses profits, ça va être imposé à un montant assez élevé. C'est pour ça qu'on se demandait tout à l'heure avec le salarié, est-ce que ça vaut la peine pour lui de créer une société? Pas forcément en raison du taux d'imposition assez important sur les revenus passifs, mais pour un entrepreneur incorporé qui, lui, a la mise de fonds dans la compagnie, par rapport à tout l'impôt qu'il va sauver, parce qu'il ne va pas sortir l'argent pour se payer, donc il sauve beaucoup d'impôts dans ce sens. Par rapport à ça, ça se peut que ça vaille la peine d'investir avec la compagnie, même si les revenus passifs sont imposés plus lourdement, parce qu'encore là, en immobilier, la notion de profit peut être très subjective. On peut faire une acquisition, on fait très peu de profit, mais on sait qu'on veut l'acheter parce qu'à la revente, on va faire un gain plus important. Donc, ça dépend toujours des motivations aussi qui vous poussent à opter pour ça. Et il faut aussi garder en tête qu'on a des nouvelles règles qui sont sorties qui vont être en vigueur le 25 juin, qui font en sorte que si on détient une propriété immobilière, lorsqu'on la vend à travers une société, avec le nouveau taux d'inclusion qui est maintenant à 66% versus 50%, c'est sûr que la compagnie, elle est plus impactée par cette nouvelle règle parce que les particuliers, oui, le taux d'inclusion change, mais on a le droit à notre seuil de 250 000 avant d'être sujet au nouveau taux d'inclusion. Donc, c'est toujours du pour ou contre. Et pour ceux qui sont incorporés, qui considèrent l'investir en immobilier, une question qui est aussi légitime est, est-ce que je devrais investir avec ma société opérante? Et la réponse est pas forcément. Donc, je ne vais pas recommander d'utiliser la société qu'on utilise quotidiennement pour facturer pour la vente de nos produits et de nos services, pour aussi y ajouter un bien immobilier. Je recommande de faire une distinction claire, d'opter pour une compagnie séparée pour faire nos acquisitions. Comme ça, on ne vient pas mélanger les deux. C'est aussi, si jamais il y avait des risques associés à la détention du bien immobilier, ben, on ne vient pas teinter ou risquer d'étendre ces risques sur notre activité principale. Et l'inverse est vrai. Donc, si j'ai un souci avec ma société, un problème financier, un créancier, une faillite ou peu importe, mon bien immobilier n'est pas à risque en étant dans la compagnie opérante également. Et de nouveau aussi, est-ce que je considère investir avec des partenaires? Parce que si oui, on va considérer de créer une société à part pour faire notre investissement avec des partenaires. Maintenant, on va regarder c'est quoi vos options lorsqu'on est entrepreneur, parce qu'on a deux façons de voir les choses. Ce que j'ai dit tout à l'heure, on va se concentrer sur l'option 1. Ce que j'ai dit d'entrée de jeu, c'est lorsqu'on a une société opérante, comme 37% d'entre vous, 37 personnes qui ont répondu au sondage, ceux qui ont une OPCO déjà, j'ai dit que je préfère que vous séparez votre acquisition immobilière de vos activités de la compagnie opérante. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que vous pouvez donc investir avec ce qu'on appelle une holding. Donc, la holding va être celle qui va faire l'acquisition de la propriété. Et à ce moment, on vient faire une distinction claire. Donc, s'il y a un problème avec ma compagnie opérante, ça se limite à la compagnie opérante. C'est vraiment la holding qui fait l'investissement. Puis, tout ce qui se passe ici, c'est complètement séparé. Maintenant, la deuxième option, ça peut être qu'on choisir d'avoir une structure qui peut être un peu plus complexe parce que certains d'entre vous vont me demander, chaque compagnie, c'est de la gestion, chaque compagnie, ce sont des déclarations de revenus. Donc, ça ne vaut pas toujours la peine de créer une troisième entité. Mais c'est commun de voir un entrepreneur qui va avoir sa OPCO, sa holding qui détient sa compagnie de OPCO, puis la holding va aussi détenir une autre société qu'on voit ici,
Cette autre société, elle va faire l'investissement. Ça peut être un projet immobilier comme autre chose. Et ce qu'il faut garder en tête, c'est que la compagnie opérante, elle accumule donc ses bénéfices. Tantôt, j'ai demandé d'où vient la mise de fonds pour savoir pourquoi est-ce qu'on veut créer une telle structure. Et dans la mesure où la mise de fonds provient de la OPCO, on peut donc prendre les bénéfices pour les envoyer sous forme de dividendes. On ne va pas être imposé ici. C'est un dividende qui va être libre d'impôt parce qu'on a déjà payé l'impôt sur nos bénéfices. Puis, je fais une distinction vraiment claire parce que j'ai déjà eu des clients qui m'ont dit, en prenant mes liquidités de la OPCO, de ma compagnie opérante, est-ce que je vais pouvoir réduire l'impôt ici parce que c'est comme une dépense de la OPCO vers la holding? Non. Ici, on parle vraiment d'aller chercher nos bénéfices nets après impôt. On les envoie dans la holding. On ne paye pas de nouveau un impôt sur un revenu parce qu'on ne peut pas payer deux fois de l'impôt sur quelque chose, le même montant, sauf si on s'était versé l'argent à son nom. Et donc, quand j'envoie mon 200 000 de la OPCO à la holding, c'est encore un 200 000 net. Et après, je peux prendre le 200 000 net et je l'envoie dans ma compagnie ici pour ma mise de fonds et c'est encore un 200 000 net. Et c'est cette compagnie ici qui va être propriétaire. Donc, pour répondre à la question d'Élie dans le chat, est-ce que la propriété sera au nom du holding ou Investissement Inc? Ce serait Investissement Inc. Quand on va aller chez le notaire, Investissement Inc. serait le propriétaire du bien immobilier sur l'acte notarié. Le financement hypothécaire serait au nom de Investissement Inc. également. Donc, est-ce qu'on a d'autres questions par rapport aux structures avant qu'on regarde investir avec d'autres partenaires? Je te donne 30 secondes pendant que je prends une gorgée d'eau pour voir si quelqu'un veut poser une question dans le chat. OK. Donc, première question de maths. Est-ce que est-ce que Investissement Inc. doit rembourser à la holding et donc pouvoir envoyer l'argent sans être imposé? Il n'y a pas d'obligation de remboursement parce que la holding fait un apport. Donc, ça peut être un apport en capital. C'est donc, il n'y a pas la notion de remboursement. Ce qu'il faut savoir, c'est que si éventuellement on refinance l'immeuble qui est dans investissement ou si on vend l'immeuble, je vais pouvoir renvoyer l'argent, le 200 000, sans payer d'impôt dessus ou quoi que ce soit parce que c'est un remboursement de mon apport. Donc, il n'y a pas d'impact à ce niveau-là. Ensuite, pour Jason, qui a manqué la partie de haute couche, est-ce que c'est que j'ai pas bien saisi la question, en fait? Il faudrait la reformuler. Et ensuite, récapituler. OK. Donc, concrètement, si je réponds en même temps à la question qui m'a été posée, est-ce qu'on peut investir à l'étranger, par exemple en Espagne? Oui. Mais il faut voir ça il y a plusieurs façons de voir les choses. Je vais expliquer une première manière de voir les choses et en même temps, je vais récapituler pour celui qui a manqué la partie sur la OPCO. Donc, concrètement, la compagnie opérante, c'est la compagnie qui génère les ventes. Donc, c'est elle, la vache à lait. Elle a des bénéfices nets. Donc, une fois qu'ils ont été imposés, elle a des profits qui restent et la mise de fonds est à partir de ces profits-là. Elle peut envoyer un dividende à la holding. Ça va être libre d'impôt parce qu'elle a déjà payé sur ses bénéfices. Et là, la holding peut investir aussi directement. Donc, je pourrais choisir d'acheter avec ma holding ou je pourrais choisir d'investir avec une autre entité. Donc, ici, ce qui se passe, c'est que mon autre entité, elle peut être au Canada ou elle peut être à l'étranger aussi. Donc, j'ai des clients qui ont constitué cette compagnie-là, exemple au Portugal. Et ce qu'il faut, et là, moi, je m'occupe pas forcément de cette portion parce que c'est à l'étranger, mais ce qu'il se passe, c'est que au Portugal, ils ont donc créé une compagnie, puis ils avaient besoin de mettre comme actionnaire la holding canadienne. Donc, on vient créer un lien juridique
pour être capable ensuite de faire l'investissement. Même principe avec l'apport qu'on vient faire. Ici, ça, c'est si la compagnie peut, c'est si on veut créer une compagnie vraiment au Portugal. Est-ce que, si je reformule avec une autre question, est-ce que ma compagnie d'investissement canadienne aurait pu acheter un bien à l'étranger? Ça dépend. J'ai pas la réponse en tant que telle parce que ça dépend de chacune des juridictions. Ça dépend si vous avez besoin de financement ou pas. Donc, à ce niveau-là, il faut vraiment s'informer. Euh, Si, exemple, quelqu'un veut acheter en Espagne, ben, en Espagne, si je vois un bien qui m'intéresse, je pose des questions. Est-ce que je veux l'acheter cash ou pas? Et le cas échéant, parce que si je veux pas l'acheter cash, il me faudra du financement. Est-ce que c'est faisable? Oui, non, c'est une compagnie étrangère, elle est au Canada ou est-ce qu'elle est en Espagne? Donc, il faut vraiment regarder à ce niveau-là. Et pour répondre à une autre question, investissement ici ne peut pas être un individu, ça doit vraiment être une incorporation. Maintenant, Amango Cacao a posé une question. Est-ce que la GESCO a un délai pour rembourser? Non, c'est pas un remboursement parce que c'est pas un prêt. Donc, c'est vraiment une question de transférer des profits. On ne prête pas d'argent d'une entité à l'autre. Et le gain en capital imposable à la revente, il est pas déduit du prêt parce que c'était pas un prêt. On paye notre impôt sur le gain en capital comme n'importe quel profit qu'on ferait sur une vente de gain en capital. Je vais laisser, j'ai répondu aux plus de questions que je pouvais pour l'instant. Je vais regarder par la suite. Et on va aussi avoir notre courtier hypothécaire qui va venir parler de ça. Donc, je vais m'assurer d'accélérer pour nous laisser suffisamment de temps avec lui. La seconde partie concerne si on veut avoir des partenaires. Donc, investir avec des partenaires, c'est un peu comme un mariage parce qu'on vient s'associer. Donc, il y a des principes qui vont quand même revenir. Il faut qu'on sache vraiment pourquoi est-ce qu'on va s'associer. Puis ensuite, on va aussi vouloir choisir quelle structure serait plus adaptée pour notre investissement à plusieurs. Donc, vous avez deux options. Encore une fois, il y a d'autres formes juridiques qui existent, mais j'y vais avec ce qu'on voit le plus souvent en pratique. Si on est deux, trois, quatre, peu importe, ici, on va avoir l'option de détenir à travers ce qu'on appelle une société en nom collectif, la SENC. Donc, c'est l'acronyme. Et la SNC, c'est l'équivalent d'avoir des travailleurs autonomes ou des individus qui s'associent pour acheter. Ce qui veut dire qu'on n'a pas créé une compagnie. C'est pas une entité qui est séparée, c'est pas un patrimoine qui est séparé. Lorsqu'on va venir générer des revenus de notre acquisition, les revenus moins les dépenses, donc les profits nets, doivent être attribués aux associés. Donc, si on regarde ce que j'ai noté ici, détention entre individuels à SNC, le revenu ou les pertes, elles vont être imposées selon le taux marginal des individus. Donc, si on est deux ou trois, on a fait 30 000 de profit à la fin de l'année. Chacun d'entre nous, on peut venir déclarer 10 000 Donc, on va ajouter chacun 10 000 de revenus nets sur nos déclarations de revenus individuels. On vient de passer à travers la saison des impôts. Donc, ce serait le même principe dans le sens que on vient ajouter, on a la T4 de notre employeur, la T5 pour les dividendes, puis on viendrait mettre 10 000 de revenus nets de l'immobilier par-dessus. Quand on achète, on va payer des droits de mutation. Vous allez voir pourquoi j'en parle ici par rapport à l'incorporation. Et notre fin d'année financière, par défaut, c'est le 31 décembre de chaque année. Ce qui veut dire qu'au 31 décembre, on vient forcément clôturer, faire un état financier, une déclaration de revenus parce que la SENC n'a pas besoin de produire de déclaration de revenus, mais on vient faire un état de compte pour calculer les revenus nets qui vont être ajoutés dans la déclaration en avril pour l'année qu'on vient de clôturer. Avantage avec cette forme juridique, c'est que c'est simple. On n'est même pas forcément obligé de l'inscrire sur le REQ, le registre d'entreprise du Québec. Donc, le taux d'imposition, c'est progressif. Donc, le 10 000 en question n'est pas imposé une autre fois parce que c'est pas une incorporation, la SNC. Elle ne paie pas d'impôt. Ce sont les associés qui paient l'impôt. Donc, chacun d'entre nous, on va ajouter le 10 000 sur nos revenus respectifs et on va être imposé selon notre taux d'imposition respectif. Ce qui est bien avec la SNC, c'est que j'ai accès directement à mon cash flow. Donc, si on a fait un 30 000 de profit,
mon 10 000 j'y ai accès immédiatement pour l'ajouter à mes revenus versus une incorporation parce que dans une incorporation, c'est la compagnie qui génère ce profit et après, il faut que je détermine comment est-ce que je me paye de ça. Ensuite, c'est flexible. On peut choisir de commencer en achetant à son nom, puis ensuite migrer vers une autre forme juridique. C'est l'équivalent de tous mes clients qui ont acheté des biens à leur nom, puis maintenant ils sont prêts pour le transférer dans une incorporation pour diverses raisons. Donc, on peut changer vers une autre forme de détention ensuite. Bien entendu, ça implique de retourner chez le notaire pour changer le titre de propriété et ça implique également de toucher à notre hypothèque parce qu'elle était au nom de particulier et là, elle va être au nom d'une incorporation. Inconvénient, c'est que toute la responsabilité par rapport au bien, tous les risques par rapport au bien sont attachés aux individus. Donc, si j'ai mal entretenu ma propriété pendant des années et qu'il y a un problème majeur puis que mon locataire me poursuit, ben, c'est pas la compagnie qui poursuit, c'est moi. Donc, c'est illimité. Le haut taux d'imposition dans le sens que si on a déjà des revenus importants, on vient ajouter par-dessus ça des gains supplémentaires. Mais si on a acheté une propriété et qu'on a plus de pertes, ben alors c'est peut-être mieux, entre guillemets, parce que j'ai des pertes que je pourrais venir imputer envers mes revenus. Et après, le lourd impact fiscal au décès, c'est simplement de garder en tête que toutes vos propriétés que vous allez détenir, elles prennent de la valeur. Puis lorsqu'il y a un décès, on considère qu'on vend nos biens. Il y a certaines façons d'éviter un impact fiscal, mais c'était juste une petite parenthèse, j'en parlerai pas plus en détail aujourd'hui. Ensuite, euh, on va regarder l'incorporation. Donc, si je veux investir avec plusieurs personnes, créer une société séparée, c'est pratique pour plusieurs raisons, dans le sens que ça va pas toucher à votre crédit personnel. Sous toute réserve, parce que certaines banques vont faire en sorte que vous êtes garant. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez des projets familiaux et des projets avec des amis, ben alors ça fait en sorte que vous allez pouvoir au moins séparer, avoir une société pour ces projets sans forcément venir impacter votre ratio d'endettement personnel. Ensuite, ce qu'il faut donc garder en tête, comme je le mentionnais, c'est qu'on vient créer ce patrimoine séparé. Donc, c'est bien pour se protéger. Et on vient choisir la date de fin d'année. Donc, si je crée une compagnie en début juin, je peux avoir une date de fin d'exercice qui va être au 31 mai, par exemple. Maintenant, quels sont les avantages? C'est que lorsqu'on est plusieurs associés, on crée une société puis on achète de l'immobilier. Si éventuellement je souhaite quitter le projet, je pourrais vendre mes actions. Donc, je peux vendre mes actions à mes associés, je peux vendre mes actions à une autre personne. Et ça fait en sorte que ça évite de revoir tout le financement hypothécaire parce qu'on ne vient pas changer les propriétaires. Le propriétaire demeure toujours Immobilier Inc. C'est plutôt les actionnaires de Immobilier Inc. qui ont changé. Ensuite, si on dégage des profits avec cet investissement immobilier, ben, on peut être stratégique sur la manière dont on va vouloir se payer en tant qu'investisseur. Est-ce que certains des partenaires travaillent ou font la gestion de l'immeuble et opteraient pour un salaire? Est-ce que c'est mieux de penser à un dividende? Donc, on a des options. Ensuite, si je viens transférer mes actions à un partenaire, ben, j'ai pas les droits de mutation sur la vente des actions parce que c'est seulement sur la vente de l'immeuble en tant que tel. Et possibilité d'effectuer un roulement, c'est plus à voir si je voulais rouler d'une compagnie à une autre ou si on avait, exemple, le bien personnel pour le mettre dans la compagnie. Donc, c'était une des façons de voir les choses. Inconvénient. Donc, le taux d'imposition sur les revenus passifs, comme je l'ai dit déjà au début, est plus important parce que c'est un taux fixe, mais c'est plus important que les particuliers. J'ai mentionné au début de la présentation que le taux d'inclusion avait changé pour les sociétés. Donc, on n'a pas le seuil d'exemption. Les pertes vont être celles de la société, ce ne sera pas celles des individus, même si, disons qu'on a acheté une propriété, puis j'ai dû mettre de ma poche 30 000 de travaux, puis je les ai mis dans la compagnie, mais je peux pas déduire ça de mes revenus à moi. Ce sont les dépenses, les pertes de la société. Et si je vais aller chercher mes liquidités que j'ai dégagées de ma propriété, euh, forcément,
c'est plus compliqué parce qu'on doit voir comment se payer. Est-ce qu'on se rembourse est-ce que je me rembourse partiellement pour mon apport? Est-ce que je peux me rembourser ma mise de fonds? Ça va me permettre de pas payer d'impôts dessus. Est-ce que je me paye un salaire? Est-ce que c'est des dividendes? Puis finalement, si on souhaite habiter dans le bien qui est détenu par la compagnie, il faudra faire attention à valider quel est votre avantage imposable. Donc, maintenant, ce qui se passe ici, c'est que je voulais vous partager à l'écran à haut niveau les distinctions en termes de taux d'imposition. Donc, le taux d'imposition sur les revenus actifs est d'environ 20%. Là, c'est 20, quelque chose. J'ai rendu ça simple. Ça, c'est quand on a une société opérante. Donc, pour ceux d'entre vous qui sont incorporés et qui n'ont pas d'employés, 20%, c'est ce qu'on paye environ. Pour ceux qui ont des employés, un certain nombre d'employés, ça, c'est plus bas que ça. Mais c'est juste une parenthèse parce que on est en train de parler d'immobilier. L'immobilier, c'est considéré comme des revenus passifs. Le taux d'imposition sur les profits va être plutôt de 50%. Et après, si on vient vendre notre propriété immobilière, le taux d'inclusion, comme je le mentionnais, a changé. Donc, maintenant, c'est plus élevé. Donc, c'est plus impactant pour la compagnie que pour l'individu qui aurait droit à son seuil. Donc, ça, c'était les distinctions à haut niveau. Maintenant, je vais préparer une slide aussi par rapport aux questions fréquemment posées par rapport à la détention à travers une incorporation. Donc, il y a des questions qui reviennent constamment. Est-ce qu'on devrait, par exemple, avoir une société par action pour chaque propriété? Ça dépend. Ça dépend du type de propriété. Est-ce qu'une propriété, c'est pour un flip? Si oui, je prendrais une compagnie séparée. Si les propriétés sont relativement en bon état, il n'y a pas de risque, pourquoi pas en mettre quelques-unes entre elles? Ça peut être à coût de deux, trois. J'ai vu de tout. J'ai vu des gens qui ont une par compagnie. Certains, c'est trois, quatre, puis ils vont faire autre chose avec une nouvelle compagnie. J'ai vu des gens qui en avaient une tonne dans une seule compagnie. Donc, c'est vraiment personnel à chacun. Tout est faisable. Ensuite, est-ce qu'on devrait créer une compagnie de gestion? J'ai répondu à ça tout à l'heure, mais là, c'était par rapport à si on est plusieurs partenaires d'affaires, est-ce qu'on devrait créer une compagnie de gestion, puis après ça, avoir plusieurs compagnies par immeuble? Ce sont des scénarios qui me sont présentés par des clients à l'occasion. Et ça dépend. Ça dépend, est-ce que le groupe investit entre eux, est-ce que c'est une famille ou est-ce que c'est un groupe d'amis? Parce que si on crée une compagnie de gestion, ça veut dire qu'on va investir ensemble régulièrement à travers nos filiales. Si c'est une famille, oui, ça fait du sens parce qu'elles ont pour projet à long terme, mais si c'est entre amis, peut-être qu'on va investir ensemble une fois, puis on va pas forcément vouloir investir dans tous les projets ensemble. Et pour ces raisons, je recommande pas forcément d'avoir une holding à plusieurs. Je recommanderais plutôt à mon client qui avait une OpCo d'avoir sa holding à lui pour investir dans le projet, mais pas de mettre d'autres personnes à part sa famille dans la holding. Après ça, une question qui revient des fois, c'est est-ce qu'on devrait créer une compagnie de gestion d'immeubles qui va facturer la compagnie qui détient les propriétés pour essayer de créer des dépenses pour réduire le taux d'imposition? C'est quelque chose qui pourrait être considéré éventuellement. Je vais pas m'attarder sur ça aujourd'hui parce que si on considère ce genre d'idée, ça veut dire qu'on doit avoir une compagnie qui a des biens immobiliers qui génèrent quand même des profits assez importants pour que ça vaille la peine d'avoir une compagnie supplémentaire qui coûte un frais d'entretien avec la comptabilité pour justifier la facturation ensuite. Puis il faut vraiment qu'on ait des services de gestion qu'on rende. Fait que ça nécessite d'en parler plus amplement, mais je recommande pas de se compliquer la tâche avec ça au début. Est-ce que cela engendre beaucoup de frais d'avoir plusieurs sociétés? Oui, c'est sûr que chaque compagnie doit produire ses déclarations de revenus. C'est pour ça que je recommande à mes clients de créer chacune des entités quand l'opportunité se présente réellement. Donc, pour moi, un client qui crée une holding, ça veut dire qu'il a des liquidités qu'il est prêt à mettre dans la holding parce qu'il est prêt à les investir. Que ce soit en immobilier ou des placements boursiers, par exemple, mais il faut qu'on aille l'utiliser. Si on la laisse vide et inactive, ce sont des frais pour rien. Et que faire si quelqu'un dans le groupe, disons qu'on veut investir à plusieurs et quelqu'un dans le groupe veut investir dans un projet, mais ensuite, pour un autre projet, on a seulement quelques personnes qui veulent investir.
Mais c'est pour ça que finalement, dans ce cas-ci, ça se peut qu'on ait une compagnie pour un bien, puis une compagnie pour un autre, parce que les propriétaires sont pas les mêmes. Donc là, ça peut justifier qu'on ait plusieurs compagnies si on n'est pas toujours les mêmes acheteurs. Parce que si on garde une compagnie, on a 10 actionnaires, mais que 3 des personnes n'ont pas investi dans le deuxième bien, ça peut devenir compliqué d'un point de vue comptable d'isoler les profits pour dire ça, c'est les profits pour telle propriété, tel actionnaire, il n'y a pas de droit, ainsi de suite. Ça peut devenir complexe à faire la gestion ainsi. Ce qu'il faut savoir pour par rapport à l'investissement à plusieurs, c'est que, comme je le mentionnais brièvement tantôt, c'est comme un mariage. Donc, il y a certaines définitions, certaines choses qu'on doit maîtriser, dans le sens qu'il faut savoir que on s'associe. Donc, on a des actions ensemble. Puis, une fois qu'on achète le bien ensemble, il faut définir vos différents rôles. Donc, une compagnie va avoir des actionnaires. Les actionnaires vont faire le rapport. C'est des actionnaires qui attendent d'avoir des profits. On a les administrateurs qui sont ceux qui font la gestion. Donc, si vous êtes 10 investisseurs, peut-être que vous n'avez que 3 administrateurs qui, eux, s'occupent de la gestion quotidienne, puis vont rapporter l'information aux actionnaires. Et ensuite, le processus décisionnel. Si vous êtes 10 actionnaires, déterminez entre vous comment est-ce que vous allez vouloir faire la prise de décision. Est-ce qu'on y va avec la majorité, sachant qu'on est 5 parce qu'on est 10? Est-ce qu'on doit donc opter pour 51%? Donc, voir comment est-ce qu'on prend nos décisions. Est-ce qu'on laisse les décisions aux administrateurs ou est-ce qu'on veut toujours impliquer tout le monde? Et définir quelle est la vision d'ensemble. Est-ce qu'on veut investir ensemble pour acheter plusieurs biens ou seulement en acheter un? Ça revient à la question de tantôt. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un voulait investir une fois, mais pas l'autre fois? Donc, c'est important de savoir quel type de partenaire est-ce que je recherche. Est-ce qu'on est là pour le long terme ou non? Pour voir aussi quel type de structure vaut la peine d'être mis sur pied. Puis finalement, la société par action, c'est une société par action qui peut émettre des actions. Donc, c'est totalement faisable. Je vais avoir des clients qui vont avoir des investisseurs silencieux, qui vont avoir un type d'action, exemple, discrétionnaire, puis des actionnaires qui sont plus impliqués, qui vont avoir des actions qui ont le droit de vote. Donc, on peut vraiment venir jouer avec le type d'action qu'on émet pour s'adapter aux besoins de chacun des investisseurs, puis par rapport au projet. Et finalement, par rapport à ce point, avant que je fasse intervenir notre courtier hypothécaire, par rapport à ce point-ci, ce sont des points de discussion. Quiconque veut investir avec un ou plusieurs partenaires, je recommande toujours de s'assurer d'avoir une convention entre actionnaires. Si on opte pour la société en nom collectif dont j'ai parlé tout à l'heure, la SENC, on va vouloir définitivement opter pour un contrat de partenariat. Et ici, on a les points de discussion principaux qu'il faut déterminer avec nos partenaires. Donc, je ne pouvais pas passer à travers chacun d'entre eux pour garder le restant du temps. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que définitivement, s'associer avec d'autres personnes, ça sous-entend qu'on doit être en accord. Et je recommande de faire la convention entre actionnaires dès le départ pour comprendre justement quelle est la vision que chacun des partenaires a. C'est déjà arrivé qu'on commence à travailler sur la convention entre actionnaires, puis des personnes se retirent du projet parce que finalement, elles n'ont pas la même vision du projet. Donc, ça permet vraiment d'avoir une bonne compréhension de qu'est-ce qu'on recherche, quelles seront nos contributions respectives, qu'est-ce qui se passe si on pouvait contribuer jusqu'à un certain niveau, mais il y a des méga travaux à faire et que on a un actionnaire qui peut plus contribuer. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prévoit ce genre de clause dans la convention entre actionnaires. C'est un exemple. Donc, maintenant, on va venir garder le temps restant pour discuter avec notre courtier hypothécaire qui vient de se... Parfait, je vais te permettre de te unmute. Et maintenant, on va avoir quelques questions qu'on avait prévues. Puis, juste avant, je vais demander à Giovanni de se présenter. Merci beaucoup, Anedma. Donc, moi, c'est Giovanni Duré. Premièrement, merci de m'avoir invité à nouveau. Là, c'est je pense, la troisième édition qu'on fait ensemble. C'est toujours un plaisir de venir partager avec ta communauté. Donc, moi, c'est Giovanni Duré. Je suis représentant hypothécaire chez Desjardins. Ça fait déjà 5 ans que je travaille dans le financement hypothécaire, 9 ans chez Desjardins. Donc, je fais une bonne partie, disons, de ma vie adulte dans la finance personnelle.
Donc, ce que je fais dans mon travail, c'est vraiment tout ce qui est financement hypothécaire pour d'un condo jusqu'à un bien de 8 logements, mais c'est du financement hypothécaire résidentiel. Donc, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont des compagnies, on va en parler. Donc, moi, je fais du financement hypothécaire résidentiel, c'est-à-dire que vous achetez à votre nom personnel. Et donc, je travaille vraiment donc, avec tout type de personnes, travailleurs autonomes, des salariés, des propriétaires d'entreprises. Alors, en gros, donc, c'est un peu qui je suis. On peut rentrer dans les Merci. questions. Good. Donc, au début, on va regarder nos questions qu'on avait prévues, puis vous allez pouvoir en profiter pour mettre ensuite vos questions dans le chat pour que Giovanni puisse y répondre. On va commencer avec au tout départ, donc parce qu'on a une clientèle qui va être autant des salariés que des travailleurs autonomes. Mhm. Et j'aimerais juste voir de ta perspective, est-ce que c'est plus difficile lorsque quelqu'un est entrepreneur pour obtenir du financement? C'est quoi un peu ce qui se dit du côté des banques? Je dirais que oui, pour la simple raison que ce qu'on voit le plus souvent, c'est en fait, si l'entrepreneur manque de préparation, clairement que ça va être plus difficile et c'est souvent ce qui arrive. Parce que ce que vous devez vous dire, c'est que les institutions financières veulent de la stabilité. Et le chiffre magique pour la stabilité, c'est 2 ans. Et donc, tu sais, 2 ans avec un revenu qui est plus ou moins similaire. Alors, tu sais, des fois, on a des entrepreneurs qui vont pas nécessairement peut-être tout déclarer à leur nom personnel, qui vont laisser beaucoup d'argent dans la compagnie. Donc, ça va plus être à ce niveau-là qu'il y a une difficulté. Mais disons qu'un entrepreneur qui se prépare bien, et qui déclare les revenus, disons, assez de revenus pour le projet qu'elle veut faire à son nom personnel, ça ne devrait pas être plus difficile là si on a le 2 ans. Mais la réponse courte, c'est oui. Tu sais, normalement, c'est plus difficile parce qu'il faut démontrer la stabilité de cette personne-là. Parfait. Fait que ça vient un peu rebondir sur la deuxième question. Donc, vraiment, la notion de 2 ans, elle est essentielle. Est-ce que c'est valide autant un travailleur autonome pas incorporé, on veut voir comme 2 ans de T1 pour valider qu'il est stable, tout comme une incorporation, on veut attendre 2 ans d'état financier plus voir combien il se paye? Très bonne question. Alors, la règle noir sur blanc, effectivement, c'est vraiment 2 ans. C'est-à-dire qu'on a besoin de voir, donc, il faut 2 années de déclaration pour un travailleur autonome et même aussi pour un salarié de sa propre compagnie. On les traite de la même façon. C'est-à-dire que même si on se verse un salaire de notre propre compagnie, on a quand même besoin de 2 ans de revenus. Il y a toujours des bémols, il y a toujours des zones grises là, dans le financement hypothécaire. C'est sûr qu'il y a des cas où on va pouvoir faire des exceptions à ces 2 ans-là. Et je dirais que la majorité de ces cas-là, c'est dans les cas où déjà on va avoir un financement avec plus de 20%. Pourquoi? Parce que ces financements-là ne sont pas assurés, donc soit par la SCHL ou SAGEN. Donc, l'institution financière, elle a plus de loose, c'est elle qui prend le risque, donc peut aller un peu sur du cas par cas. Donc, je sais que ta communauté, c'est beaucoup plus des professionnels qui sont dans le milieu des TI. Moi, chez Desjardins, on a des caisses de groupe là, qui se focalisent sur certains secteurs d'activité. Donc, on a une caisse de technologie. Et par exemple, pour certaines personnes, ce qu'on permet de faire, c'est que si, exemple, la personne, elle a fait travailler dans le milieu pendant des années et qu'elle fait le saut comme consultant, mais on sait que c'est un domaine qui est en pleine expansion. Il y a beaucoup de demandes dans ce domaine-là. Alors, on pourrait maintenant, même si la personne n'a pas encore 2 ans de fait, elle a peut-être une année de compléter, on pourrait venir la qualifier sur qu'est-ce qu'elle faisait avant. Parce qu'on va se dire, OK, ben, le minimum qu'elle pourrait faire, ce serait son salaire, parce qu'on fait pas, normalement, on fait un saut pour aller chercher des revenus plus intéressants. Alors, ça peut être une situation où on fait une exception, mais la règle, vraiment, là, je dirais, by the book, c'est 2 ans. Mais selon la situation, on peut toujours venir maintenant regarder est-ce qu'on peut jouer avec les chiffres, est-ce qu'il y a moyen de rentrer là dans zone grise. Hmm. Puis, justement, tu disais tantôt, certaines personnes ne sont pas bien préparées. Est-ce que, j'imagine, je débute la réponse, mais c'est sûr que quelqu'un qui s'y prend en dernière minute, c'est peut-être pas payé de manière stable dans les 2 dernières années, donc ça vient compliquer un peu la chose. Mais outre notre rémunération, est-ce qu'il y a d'autres façons de se préparer ou d'autres choses qu'on devrait faire attention? C'est une bonne question. C'est sûr que pour la qualification du financement hypothécaire, là, il y a vraiment en fait, trois grands éléments. Tu sais, c'est la mise de fonds. Ensuite de ça, il y a la situation financière c'est les revenus.
Et ensuite de ça, il y a le bureau de crédit. Alors, donc, le revenu, c'est essentiel. Il faut le travailler, faut le préparer du mieux qu'on peut. Et l'autre élément, ce serait aussi le bureau de crédit personnel. Donc, s'assurer qu'on a un bureau de crédit qui est en santé et que c'est qu'on, pas juste la cote, mais vraiment, c'est pas de retard récent, la limite, s'il y a du crédit rotatif, là, que la limite soit, on les garde à des niveaux Hmm. convenables, idéalement moins de 50%. Donc, ça, c'est vraiment de préparer, parce qu'on va regarder ces trois éléments-là pour vous qualifier. C'est la situation financière, donc les revenus, votre crédit, donc c'est-à-dire, est-ce que vous allez être un bon payeur, est-ce que vous allez rembourser votre financement, et votre mise de fonds. C'est les trois éléments euh, principaux pour une demande de financement hypothécaire. Est-ce qu'il faut que la mise de fonds ait été disponible au compte pendant, tu sais, des fois, ils demandent de voir les relevés bancaires de, exemple, 3 mois. Est-ce parce que quelqu'un qui est entrepreneur aurait pu juste sortir l'argent à la dernière minute? Est-ce que c'est correct ou il faudrait une bonne pratique de laisser peut-être plus d'argent en prévision de l'acquisition? C'est une bonne question. Alors, pour la mise de fonds, effectivement, la pratique, c'est trois. On a besoin de voir que les fonds donc, ont été disponibles pour une période d'au moins 3 mois, c'est le standard, mais l'argent pourrait provenir d'une compagnie. Donc, il y a des gens qui gardent que l'argent est dans leur compagnie et on utilise les relevés de la compagnie pour un achat qu'ils font au personnel. Ça, on n'a aucun problème avec, mais il faut que l'argent ait été dans le compte de la compagnie pendant au moins 3 mois. Hmm, OK. Parfait. Puis en termes de, tu sais, la mise de fonds, tu nous as glissé un mot dessus par rapport aux 20%. Fait que Mhm. si, si c'est pour ta résidence principale, par contre, puis que tu attends les 2 ans, tu fais des choses dans le bon ordre, tu pourrais, comme quiconque, mettre ton 5%, j'imagine, tout dépendant de la valeur du bien, bien entendu. Oui, bien sûr. La mise de fonds, elle est pour les propriétés de moins de 4 logements. Elle est principale, en fait, elle est déterminée par l'intention de la personne envers la propriété. Donc, est-ce que j'ai l'intention d'aller l'habiter ou est-ce que c'est un investissement? Donc, qu'on soit travailleur autonome, salarié, c'est vraiment l'intention envers la propriété qui va, disons, déterminer la mise de fonds. Donc, quelqu'un qui a l'intention d'aller habiter la propriété, oui, c'est pour une maison unifamiliale, ça va être 5% sur le premier 500 000, 10% sur la partie qui dépasse, jusqu'à un duplex aussi, là, 5%. Triplex, quadruplex, on parle de 10%. J'avais mentionné le 20% tantôt, c'était vraiment par rapport à, c'est quand on met moins de 20%, on est obligé d'avoir une assurance hypothécaire. Donc, c'est-à-dire c'est le gouvernement qui vient backer notre prêt, donc qui garantit à l'institution financière que si on ne rembourse pas, ben, l'institution financière sera payée. Le risque est un peu protégé pour l'institution financière. Mais bien sûr, le gouvernement, ils ont des pratiques un peu plus strictes. Les normes, on ne peut pas vraiment sortir des normes. Qu'est-ce qui est Mhm. écrit, c'est ça qu'on doit suivre. Puis, c'est sûr qu'il y a des programmes pour travailleurs autonomes, il y a quand même des choses, il y a des profils, mais de façon standard, on ne peut pas vraiment sortir. Mais quand on met plus de 20%, même si c'est une résidence principale, donc ça veut dire si une personne a accès à ces liquidités-là, même si c'est une résidence principale, et qu'on est dans une situation où on n'a pas encore le 20%, mais là, on a, juste en tant que spécialiste hypothécaire, on a plus de jeux, là, on peut vraiment, comme on dit, travailler le dossier, puis essayer d'être plus créatif dans la façon de présenter le financement. OK, parfait. Puis, par rapport au nombre maximum de propriétés qu'on peut acheter, j'étais toujours curieux de savoir comment est-ce que c'est calculé le ratio d'endettement en tant que tel, parce que autant je vais voir des gens qui semblent être capables d'avoir 4 unités, puis ils sont déjà maxed out, que des gens qui me disent qu'ils en ont 16, et j'ai aucune idée, en fait, comment est-ce que chacun a pu faire ça. Oui, mais en fait, le ratio d'endettement, pour faire simple, le calcul, tu sais, c'est une division où en fait, on va diviser tous les engagements financiers par les revenus. Puis ça peut pas dépasser un certain pourcentage. Maintenant, chaque institution financière a leur propre façon de faire ce calcul-là, c'est-à-dire les chiffres qui rentrent vont être calculés de différentes façons. Mais c'est sûr que moi, je dirais pourquoi une personne est capable d'aller chercher peut-être plus de propriétés, c'est dans les propriétés qu'on achète sont plus rentables. Parce que quand on pense, là, tu sais, si c'est, on va dire, une résidence principale sera toujours considérée comme une dette dans, dans, dans un bilan, surtout si c'est pas une propriété à Hmm. revenu. Mais par exemple, si on parle de propriété locative ou qu'on achète un plex comme propriétaire occupant, donc tout va dépendre de la rentabilité de l'immeuble parce qu'à la fin, il y a soit un excédent de revenus locatifs, soit un déficit. Et l'excédent, il est ajouté au revenu de la personne, mais le déficit, il est ajouté
dans les engagements financiers qui vont faire augmenter le ratio d'endettement. Alors, c'est vraiment un jeu d'excédent ou déficit. En ce moment, la plupart avec les taux d'intérêt, avec les prix, la plupart des propriétés, puis de la façon aussi que l'institution financière, on le calcule, on n'a pas le même. Tu sais, Hmm. un investisseur va peut-être juste faire les revenus moins les dépenses, mais nous, on a d'autres dépenses qu'on doit euh, tu sais, prévoir. Alors, c'est vraiment ça qui fait en sorte que tu sais, quelqu'un peut aller chercher plus de propriétés qu'un autre. C'est dans la façon que ça a été monté, les financements, la mise de fonds, etc. Mais il y a quand même une certaine limite. C'est-à-dire, nous, chez Desjardins, on permet d'avoir jusqu'à 12 portes à son nom personnel. Hmm. Et parce qu'après 12, on considère que là, on est un investisseur, donc on a des besoins différents et il faut aller c'est-à-dire à l'entreprise. Donc, parce que c'est plus les mêmes besoins rendus à 12 portes, là, on est considéré comme un investisseur. Parfait. Puis, justement, ça peut faire un pont vers la prochaine question parce que j'ai eu des clients qui étaient avec Desjardins, puis qui avaient justement, exemple, 12 portes et plus, puis on considère qu'ils étaient investisseurs, puis c'était comme je vais répéter ce que j'ai compris, mais c'était plus un prêt considéré comme commercial versus un Mhm, individu standard. Puis après, mhm. certains de ces clients vont éventuellement vouloir transférer leur hypothèque vers une compagnie, fait que ça amène la question de c'est quoi les différences entre investir via une société par rapport à à son nom? Est-ce que automatiquement investir avec une compagnie, ça fait en sorte qu'on est plutôt dans la catégorie commerciale? Oui, ben en fait, quand on va parler plus de financement résidentiel ou financement commercial, tu sais, dans le financement commercial, moi, j'en fais pas, là, mais il y a souvent on a souvent échangé avec les collègues. Ce qui arrive dans le financement commercial, c'est que c'est le bien qui est à regarder. D'accord? Donc, nous, au financement résidentiel, on regarde le bien et on regarde l'emprunteur. C'est-à-dire, c'est quoi les revenus de la personne, c'est quoi la situation financière. Mais le financement commercial, la plus grande différence, c'est que on regarde le bien et non l'entreprise, non la personne. C'est est-ce que ce bien-là qu'on va financer, est-ce qu'il est rentable? C'est quoi les revenus qui vont être générés par ce bien-là? Il y a des donc, calculs qui sont prédéterminés là, pour arriver à certains ratios de rentabilité. Puis, la seule façon de compenser, puis c'est un peu un problème que les investisseurs qui doivent passer au commercial ont, c'est la mise de fonds. Parce que si un immeuble n'est pas assez rentable, la seule façon de compenser avec une hypothèque commerciale, c'est en augmentant la mise de fonds. Alors, on voit souvent des biens où on doit mettre du 40, du 50 de mise de fonds en fonction de la rentabilité. Tandis qu'au résidentiel, lorsqu'un immeuble n'est pas rentable, ben, cette perte-là, ce déficit-là, on est capable d'aller le couvrir avec son revenu personnel, que le commercial ne fait pas. C'est-à-dire le commercial, c'est les revenus de la compagnie, vos revenus, c'est pas vraiment un facteur, là. Il regarde seulement le bien qui est acquis. OK, donc ça va forcer aussi de s'enligner vers un certain type de bien lorsqu'on veut investir avec une compagnie, parce que si on a un chalet, puis que les prévisibilités de revenus sont minces, ben ça risque de disqualifier la possibilité d'avoir du financement finalement. C'est ça. C'est sûr que c'est quand même possible de le financer au commercial. Là, faudra que la personne vérifie, donc, c'est fiscalement, est-ce que ça vaut la peine? Mais niveau, si je parle que de financement, point de vue financement pur, là, donc rien, aucun autre facteur qui rentre en jeu. Mais le financement résidentiel, c'est plus avantageux parce que les mises de fonds sont moindres, donc les taux aussi sont moins élevés. Donc les gens, normalement, ils vont au commercial lorsqu'ils n'ont pas le choix. Justement, lorsqu'ils arrivent à le nombre de portes que j'ai mentionné, là, donc de 12 portes. Puis on a aussi un montant de financement maximal qui est de 2,5 millions. Donc, on ne permet pas d'avoir plus que 2,5 millions d'engagement de prêts hypothécaires sur du locatif à son nom. Donc, dès qu'on dépasse 2,5 millions de 12 portes, on est obligé d'aller au commercial. Alors, souvent, les gens, ils font le saut et ils s'adaptent avec des programmes comme APH Select, avec ce genre d'autres mesures-là au commercial. Mais au départ, c'est sûr que s'il n'y a pas d'autre impact fiscal ou au niveau de l'entreprise, ce sera toujours mieux, surtout pour des plus petites propriétés, moins de 8 portes, d'essayer de se qualifier au résidentiel. Mmh. Parce que c'est quoi la différence en termes est-ce que ton taux d'intérêt est plus important quand tu bascules sur du commercial versus du résidentiel? C'est quoi Le taux les d'intérêt, ça va dépendre du différences qui type de font propriété. C'est le type de ah! propriété.
Donc, le commercial, moins de, tu sais, à partir de 9 logements et plus, les taux sont, c'est pas les mêmes taux là, qu'au niveau résidentiel, même ils peuvent Hmm. être plus bas. Mais tu sais, c'est sûr, quelqu'un qui achète un condo au commercial, je veux dire, on n'aura pas les taux du résidentiel là, parce que c'est pas leur, c'est pas, ils ont, chaque institution aussi, je tiens à mentionner, financière vont être différents, bien entendu, mais c'est aussi en fonction de l'appétit. Là. Si, par exemple, le commercial n'a pas vraiment un appétit pour quelqu'un qui achète un petit duplex au commercial, ben, tu sais, le taux va être, le niveau commercial, c'est beaucoup business, c'est très cas par cas aussi. Euh, mais normalement, donc, pour les plus petits biens, c'est sûr, les taux sont plus élevés qu'au résidentiel. OK, parfait pour moi. Donc, est-ce que on va regarder quelles sont les questions dans le chat? Puis là, Yann Patrick a demandé quel serait le pourcentage de mise de fonds pour acheter un bâtiment commercial qu'on va acheter via une entreprise et rentabiliser avec la compagnie opérante. Donc là, il y a comme plusieurs volets dans sa réponse, mais de ce que j'ai compris de nos échanges jusqu'à présent, c'est que dès qu'on veut acheter avec une société, c'est d'abord l'immeuble qu'on va regarder, puis Voilà, pour la déterminer la rentabilité de mise de fonds. l'immeuble, exactement. C'est sûr, il y a des standards. Là, on parle toujours de 15% de ratio prêt-valeur, mais là, c'est que cette valeur-là, c'est une valeur économique. Alors, ça se peut que, c'est-à-dire qu'une institution financière va financer 75% de la valeur économique, mais la valeur économique n'est souvent pas la valeur que la personne paye. Alors, la différence, il faut le sortir de nos poches. C'est souvent là, ce qui arrive. Alors, il faut vraiment parler avec un directeur de compte là, commercial, un courtier hypothécaire qui fait du financement commercial pour savoir spécifiquement avec mon immeuble, c'est quoi la mise de fonds, parce qu'il n'y a pas une réponse tracée là, comme dans le résidentiel. Parfait. Il y a Sandra qui posait la question, est-ce que vous recommandez un financement avec, elle a mis AHP Select au lieu de CHCL? Le taux est-il le même qu'avec les banques? Est-ce que tu connais la réponse? Si on parle d'APH Select, ça c'est du financement commercial. Moi, j'en fais pas ces programmes-là, ça me semble être des programmes plus au niveau commercial. On les a pas au résidentiel. Mais je sais que, donc, pour en avoir entendu des collègues parler, là, avec les programmes comme APH Select, il peut avoir des taux plus, en fait, préférentiels, qui sont plus bas que de passer par le standard, mais ça, c'est à vérifier parce que je fais pas de financement, je suis pas dans le day-to-day, là, au niveau du commercial. Parfait. Merci beaucoup. Donc, je vais rester encore, je vais aller voir quelles sont les questions qui ont été posées plus tôt. Reste avec moi encore quelques instants pour voir s'il y a des questions qui rentrent dans le chat par rapport à toi en particulier. Donc, juste aller voir. Il y a Christopher Célestin, montant de financement total au résidentiel chez Desjardins. Donc, c'est 2,5 millions, c'est-à-dire pour du locatif. Donc, quand c'est pas une propriété, on compte pas les propriétés où la personne habite dans ce montant-là. Donc, c'est de maximum 2,5 millions de financement pour tout ce qui est locatif à son nom personnel. Et après ça, il faut aller au commercial. Après ça, j'ai Matt qui a demandé si les coûts d'hypothèque ou les prix de l'intérêt peuvent être considérés comme une dépense déductible des gains de la compagnie. Donc, les intérêts sont déductibles comme lorsqu'en tant qu'investisseur, on vient déduire nos intérêts, mais pas les paiements hypothécaires. Après ça, il m'a demandé, est-ce que changer des actionnaires, est-ce que ça peut être une façon de vendre le bien si on a un bien par entreprise pour ne pas avoir le 66% d'impôt? J'ai pas bien saisi la question, mais si on vend les actions, ça, ça fait en sorte que, ben, quoi que si on vend les actions, au moins le particulier qui vend les actions va avoir, lui, son seuil de 250 000 sur ses gains. Donc, oui, dans ce sens-là, ça peut être mieux de vendre les actions que de vendre l'immeuble qui est dans la compagnie. Je sais pas si c'était ça la question, mais voici ma réponse. Je vois ici Jason Ah, Luce vas-y. qui mentionne, donc si on achète du résidentiel à travers un holding, y a-t-il une vérification de crédit?
Alors oui, tu sais, ils vont quand même au commercial, même si ils vont quand même regarder le profil de la personne. C'est-à-dire que ils vont faire une vérification de crédit. C'est pas ça qui va avoir l'impact. Euh, Ça peut venir, c'est du cas par cas, là, ça peut peut-être venir, on va dire quelqu'un qui a fait faillite, il y a récemment, ils vont quand même peut-être en tenir compte, mais normalement, euh, lorsqu'on finance au commercial, notre situation personnelle, c'est pas quelque chose qui est regardé, mais c'est sûr, je dis ça, prendre ça avec un grain de sel, là. Si le crédit est vraiment pas bon, ça peut quand même affecter le financement. OK, donc c'est pas, c'est pris en considération du moins, c'est pas non négligeable. C'est pas non négligeable, effectivement. C'est pas non négligeable. Quelqu'un demandait, tu sais, la notion d'attendre 2 ans pour se qualifier, est-ce que c'est valide pour le renouvellement d'hypothèque, sais-tu? Non. Ben, le renouvellement d'hypothèque, on vérifie pas les revenus. En fait, tant et aussi longtemps qu'on ne demande pas du nouveau financement, donc c'est quelqu'un qui est déjà propriétaire, qui renouvelle son hypothèque, tout simplement, qui choisit un nouveau taux hypothécaire, il y a pas de vérification. Par contre, si on est en renouvellement, puis que là, on a des projets comme rénover ou sortir de l'équité là pour quelque chose d'autre, mais là, il y aura une vérification de revenus. Puis peut-être qu'on pourrait demander là justement d'avoir 2 ans et ça peut bloquer si Ouais, on demande des fonds additionnels. supplémentaire. Ou comme si on voulait, c'est comme si on voulait sortir l'équité du bien. Là, ça peut être pris en considération. Oui, parce que là, c'est considéré comme une demande de financement, comme si on achetait. Donc, c'est la même, c'est le même document, Hmm, un peu la même analyse là qui sera faite. qui va être faite. Parfait. Dernière question, puis ensuite on va se laisser aller pour ce midi. C'est est-ce qu'on peut acheter une propriété résidentielle comme un quadruplex, mais propriétaire occupant avec une entreprise? Ben, c'est un mélange de Oui, plusieurs questions. Tu sais, c'est un mélange de plusieurs choses, puis euh, Giovanni pourra compléter, mais c'est sûr que ce que je disais au début de la présentation, c'est que si on veut habiter dedans, je vais recommander de considérer à son nom. Puis il faut garder en tête que si on habite dans une propriété qui est détenue par la compagnie, qu'on va avoir aussi la question de l'avantage imposable à prendre en considération. Puis après, il demandait, est-ce que les conditions de financement peuvent changer si on veut construire nous-mêmes? Est-ce que tu es familier avec ça? oui. Donc, nous, en fait, c'est ça. On fait de l'auto-construction. Il faut faire attention à ça. Juste par rapport à la première question, mais le concept de propriétaire occupant n'existe pas au commercial. Là, c'est seulement au résidentiel pour les immeubles de 4 logements et moins. Puis, oui, les conditions de financement au résidentiel ne sont pas pareilles là, parce que nous, on ne permet pas de construire un immeuble à revenu si la personne n'a pas un permis. Le permis, je pense, de la RBQ, mais c'est possible de construire sa résidence, parce on permet seulement de construire sa résidence personnelle, mais c'est possible de faire construire, tu sais, que quelqu'un d'autre construise, un entrepreneur construise le plex pour nous, puis là, c'est possible de le financer au personnel. Parfait. Merci beaucoup pour ta participation aujourd'hui. Merci à tous de vous être joints à nous ce midi. Donc, ça se termine. Vous avez les coordonnées de Giovanni à l'écran. Donc, n'hésitez pas à le contacter. Je vais également envoyer un enregistrement d'ici demain et remettre ses coordonnées pour ceux qui auraient manqué une partie ou voudraient revoir. Donc, merci à tous et passez une belle fin de journée. Merci, Giovanni. Merci, Anne.